La prison de haute sécurité de Blackgate, située en périphérie de la métropole de Lagos, était réputée pour son inviolabilité. La cellule d'Adam Oka n'était qu'un rectangle sombre creusé dans la pierre, mais elle s'y tenait comme dans un palais. Son dos était droit, son regard calme, et son esprit acéré. Chaque matin, elle s'asseyait sur le lit de fer rouillé, croisait les mains sur ses genoux, et murmurait des mots que personne ne comprenait. Pour les autres détenus, elle était un mystère, une légende vivante, une tempête contenue dans un corps de femme. Adam avait toujours su que les royaumes les plus puissants ne se bâtissaient pas dans la lumière, mais dans les ombres. Elle n'avait jamais été naïve. Depuis l'enfance, elle avait appris à observer, à anticiper, à manipuler. Le pouvoir ne se prenait pas, il s'inspirait, il s'infusait comme un poison dans les veines de ceux qu'on voulait soumettre. Et aujourd'hui encore, même déchue, même emprisonnée, elle exerçait son pouvoir. Les gardiennes la redoutaient. Une d'entre elles, fascinée, lui apportait des objets interdits, un vieux téléphone dissimulé dans une bible creusée, un carnet vierge relié de cuir, un stylo à l'encre noire. Une autre lui donnait des informations, des noms, des lieux. Chaque service reçu était payé par un regard, un mot, une promesse. Pourtant, depuis l'arrivée d'Adan, une détenue au passé obscur, des événements inexplicables s'y multipliaient. Tout commença par des incidents mineurs, une gardienne, habituellement robuste, fut prise de vertige soudain, une autre, connue pour sa rigueur, fut surprise en pleine rêverie, le regard vide. Les détenus, quant à elles, rapportaient des cauchemars récurrents, tous centrés autour d'une silhouette féminine aux yeux perçants. Un soir, une prisonnière du nom de Marla se mit à hurler, affirmant qu'Adan lui avait volé son ombre. Placée en isolement, elle sombra rapidement dans une folie silencieuse, refusant de s'alimenter ou de parler. Les gardiens commencèrent à éviter la cellule d'Adan. L'une d'eux, en particulier, jura avoir vu, en croisant son regard, une lueur qui n'avait rien d'humain. Elle demanda sa mutation le lendemain, incapable de supporter la présence de cette femme. Adan, de son côté, restait impassible. Assise en tailleur au centre de sa cellule, elle murmurait des paroles inaudibles, traçant des symboles ésotériques sur le sol avec le bout de ses doigts. Chaque nuit, à la même heure, une brume légère semblait s'échapper des interstices de sa porte, se dissipant avant que quiconque ne puisse en identifier la source. Les autorités pénitentiaires, bien que sceptiques, ne pouvaient ignorer l'atmosphère pesante qui s'était installée. Des experts furent appelés, mais aucun ne put expliquer rationnellement les phénomènes en cours. Adan savait que son influence grandissait. Chaque esprit qu'elle effleurait, chaque peur qu'elle éveillait, renforçait son emprise. La prison, autrefois symbole de confinement, devenait peu à peu le théâtre de sa renaissance. Dans l'ombre, elle préparait son retour, tissant une toile invisible qui s'étendait bien au-delà des murs de Blackgate. Au cœur de la nuit, lorsque le silence régnait en maître sur la prison de Blackgate, Adam entamait son rituel. Les caméras de surveillance, inexplicablement, affichaient des interférences à ces moments précis, laissant les gardiens dans l'ignorance de ses activités nocturnes. Assise en tailleur sur le sol froid de sa cellule, Adam disposait devant elle de petits objets qu'elle avait discrètement collectés, un bouton arraché à l'uniforme d'une gardienne, une mèche de cheveux subtilisée lors d'une altercation, un morceau de verre poli trouvé dans la cour. Chacun de ces éléments avait une signification particulière dans l'ancien rituel qu'elle s'apprêtait à accomplir. D'une voix basse et mélodieuse, elle psalmodiait des incantations dans une langue oubliée, ses paroles résonnant faiblement contre les murs de béton. Ses doigts traçaient des symboles complexes sur le sol, formant un cercle parfait autour d'elle. À mesure que les minutes s'écoulaient, une légère brume s'élevait du sol, enveloppant la cellule d'une aura mystique. Les effets de son rituel ne tardèrent pas à se manifester. Les gardiens, même les plus endurcis, ressentaient une fatigue inhabituelle lors de leur ronde nocturne. Certains rapportaient des visions fugaces d'ombres mouvantes, d'autres entendaient des chuchotements indistincts qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. Les détenus, quant à elles, étaient prises de cauchemars récurrents, toutes centrées autour d'une femme aux yeux perçants qui les observait en silence. Les tensions montaient, les altercations se multipliaient, et l'atmosphère générale de la prison devenait de plus en plus oppressante. Adam, consciente de l'impact de ses actions, intensifiait chaque nuit son rituel. Elle savait que, pour que son plan aboutisse, elle devait semer la discorde et la peur, affaiblissant ainsi les défenses mentales et émotionnelles de ceux qui l'entouraient. Un soir, alors que la lune était à son zénith, Adan ressentit une connexion particulière. Une présence familière effleura son esprit, une âme liée à la sienne par le sang et le destin. Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres.
Le moment approchait où elle pourrait étendre son influence au-delà des murs de Blackgate, et cette présence serait l'instrument de sa volonté. Dans l'obscurité de sa cellule, Adan ouvrit les yeux, brillant d'une lueur intérieure. Le rituel était en marche, et rien ne pourrait l'arrêter désormais. À des centaines de kilomètres de la prison de Blackgate, dans une petite ville côtière baignée par la lumière dorée du crépuscule, Lyanna terminait sa journée de travail dans une bibliothèque ancienne. Les rayons de soleil couchant traversaient les vitraux colorés, projetant des motifs chatoyants sur les murs de pierre. Alors qu'elle rangeait les derniers ouvrages, une enveloppe scellée attira son attention sur le bureau de l'accueil. Son nom y était inscrit d'une écriture élégante et familière. Fronçant les sourcils, elle déchira délicatement le sceau et en sortit une lettre rédigée sur un papier jauni par le temps. Les premières lignes la firent frissonner. « Ma chère Lyanna. Le temps est venu pour toi de revendiquer l'héritage qui est le nôtre. » La lettre d'Adan brûlait encore l'âme de Lyanna quand elle pénétra pour la première fois dans le hall de verre et d'acier de l'entreprise Okoa. Tout en elle au son port altier, son tailleur sobre mais élégant, sa voix parfaitement modulée respirait l'assurance. Et pourtant, sous cette façade d'efficacité professionnelle se cachait une mission d'une autre envergure. Jeune femme élégante, posée, discrète. Son dossier était impeccable. Diplômée en gestion d'entreprise à Londres, passée par plusieurs multinationales, toujours avec d'excellentes recommandations. Obina ne vit en elle qu'un vent de renouveau, une présence paisible dans un monde devenu chaotique. Elle s'installa dans l'entreprise comme une brise douce, elle parlait peu, écoutait beaucoup, anticipait les besoins de son patron avec une intuition presque troublante. En quelques semaines, elle était devenue indispensable. Obina, encore fragile, se laissa porter par sa gentillesse calme, ses silences rassurants, son efficacité clinique. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle était bien plus qu'une assistante. Elle était un levier, un lien de sang. Sa mission n'était pas d'aider, mais de veiller, d'apprendre, de préparer le terrain. Lyanna connaissait les faiblesses d'Obina, ses automatismes, ses blessures, car elle avait été formée à cela. Elle était désormais l'assistante personnelle d'Obina. L'homme qui, selon Adan, avait été autrefois un frère d'armes, puis un traître. Okoa, géant de l'énergie verte et de la technologie, semblait, à première vue, être un havre d'innovation. Mais Lyanna savait que tout empire fondé sur les cendres d'un autre contenait en ses murs les restes enfouis d'une ancienne guerre. Jour après jour, elle apprenait les codes, les hiérarchies, les habitudes d'Obina. Il aimait le thé vert au jasmin, qu'elle lui préparait chaque matin à la perfection. Il dictait ses courriels en marchant, et parlait souvent à voix haute quand il réfléchissait. Il ne se méfiait pas d'elle. Comment aurait-il pu? Elle était discrète, efficace, invisible. Comme Adan le lui avait appris. Mais Lyanna n'était pas une espionne ordinaire. Elle n'était pas née dans l'ombre où elle y avait été façonnée. Car si elle était la cousine d'Adan, elle était aussi issue d'une lignée de femmes qui avaient toujours supplié le monde à leur volonté sans jamais lever la voix. Et pourtant, quelque chose en elle vacillait. Ce n'était pas de la culpabilité. Pas encore. C'était un frisson à la vue de certaines photos dans le bureau d'Obina, un léger vertige lorsqu'il lui parlait de ses idéaux. Il y avait en lui une part d'authenticité qu'elle n'avait pas prévue. Un soir, seule dans la salle des archives, elle copia les premiers fichiers sur un disque crypté. Des plans de fusion, des mémos stratégiques, des correspondances confidentielles. Adan voulait affaiblir Okoa. Mais Lyanna commençait à se demander si elle était réellement prête à voir cet homme et tout ce qu'il avait construit réduit à néant. Dans les couloirs, la nuit, les néons clignotaient parfois. Comme un avertissement. Comme un battement de cœur. L'infiltration avait commencé. Mais peut-être que, sans le vouloir, Lyanna ouvrait aussi la voie à une nouvelle trahison, celle de son propre sang. Perché dans les montagnes de Crimée, à l'abri du monde, un vieux manoir solitaire contemplait les cimes enneigées. C'est là qu'il vivait. Le jeune homme n'avait pas de prénom usuel, seulement un matricule, et des souvenirs épars gravés dans la chair et les os. Formé à tout haut du combat rapproché aux langages oubliés, de l'informatique quantique à l'art de disparaître dans une foule où il était l'héritier silencieux d'un dessin ancien. 3 fois, il avait vu Adan. La première fois, il n'avait été qu'un enfant. Elle lui avait dit, calmement, « Tu n'es pas mon fils. Tu es ma continuité. » La deuxième, il portait encore l'odeur de la guerre. Elle lui avait montré une carte, un échiquier, des noms à retenir. La troisième fois, elle lui avait seulement souri. Et cette fois-là, il avait compris que sa mission approchait. Ce matin-là, en ouvrant le volet de sa chambre spartiate, il trouva un oiseau mécanique posé sur le rebord. Une création unique, issue de technologies hybrides.
Il s'en approcha. L'oiseau s'activa et libéra un minuscule rouleau de papier. Lis l'étang. Aucune signature. Elle n'était pas nécessaire. Il referma calmement son carnet de cuir noir, celui où il notait ses observations et ses rêves. Il ajusta ses lunettes rectangulaires, impeccablement alignées, et vérifia son sac, passeport, disque codé, capsule de cyanure. Tout y était. Le vol pour Lagos partait à l'aube. À peine arrivé, il devrait infiltrer plusieurs structures liées à Oka, semer la confusion, et surtout, surveiller Leyana. Car lui aussi connaissait son identité. Et si elle échouait, il serait le bras qui trancherait. Mais dans son regard, il n'y avait pas de haine. Seulement une profonde certitude. Il n'était pas là pour punir. Il était là pour accomplir. Alors il prit l'escalier du manoir, descendit sans un bruit, ouvrit la lourde porte de fer, et disparut dans la brume matinale. Son visage était inconnu. Mais son nom deviendrait légende. Quant au magnate de l'industrie pétrochimique, Obinna Oka était devenu une silhouette. Un corps bien habillé, poli, souriant devant les caméras, mais creux à l'intérieur. Le regard vide. Les gestes mécaniques. Depuis la chute d'Adam, il vivait en pilote automatique, traînant derrière lui l'écho de ce qu'il avait été. Son bureau, autrefois épicentre d'innovation, de signatures, de décisions majeures, était devenu un sanctuaire du doute. Chaque document qu'il lisait semblait suspect. Chaque voix qu'il entendait, menaçante. Il ne faisait plus confiance à personne. Pas même à lui-même. Les nuits, il ne dormait pas. Il errait dans les couloirs de sa villa, marchait pieds nus sur les dalles froides, repassant dans sa tête les années d'ensorcellement, les gestes d'Adam, ses caresses, ses regards, son rire si doux, si dangereux. Il se demandait quand exactement il avait cessé d'être lui. Et surtout, si cette huile existait encore quelque part. Chimamanda observait. C'était son talent. Là où les autres voyaient des courbes de croissance et des rapports de performance, elle voyait les interstices, les anomalies, les silences suspects. Depuis l'arrivée de Leyana chez Oka, il y avait eu des modifications presque imperceptibles dans les protocoles internes. Des fichiers consultés à des heures inhabituelles. Des chaînes d'emails supprimées. Des badges de sécurité utilisés en dehors des horaires autorisés. Mais Leyana, en apparence, était irréprochable. Et c'était bien ça, le problème. Chimamanda n'avait jamais fait confiance aux gens trop lisses. Trop polis. Trop parfaits. Elle se rappelait encore la première réunion à laquelle Leyana avait assisté. Un silence maîtrisé, des notes méthodiques, un regard qui absorbait tout, sans jamais trahir ses pensées. Elle en avait vu d'autres. Et elle avait vécu suffisamment d'attaques, d'exfiltrations, de scandales maquillés pour reconnaître les prémices d'un sabotage. Elle en parla à Obinna. Celui-ci haussa les épaules. Elle est compétente. C'est tout. Mais Chimamanda savait que la compétence n'excluait pas la duplicité. Alors elle lança une surveillance discrète. Pas via les systèmes internes trop facilement contournables. Elle installa ses propres capteurs, ses propres algorithmes, qui scrutaient les métadonnées et les fréquences réseau. Et ce qu'elle découvrit la glaça, des transferts de paquets d'informations, très bien dissimulés, vers des serveurs inconnus. Des adresses cryptées, dissimulées dans des sous-couches du trafic nocturne. Leyana ne faisait pas que copier. Elle restructurait les données. Elle les modifiait. Elle préparait quelque chose. Mais à quel dessein? Chimamanda fit appel à un contact du passé. Une ancienne analyste devenue freelance. Ensemble, elles recoupèrent des fragments de données. Et un nom revint. Un nom que Chimamanda n'avait pas entendu depuis des années. Adam. Ce n'était pas possible. Cette femme était en prison. Elle n'avait plus de réseau. Plus d'alliés. Et pourtant. Une lueur glaciale traversa son regard. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Mais il lui fallait des preuves irréfutables. Et surtout, ne pas alerter Leyana trop tôt. Car dans ce jeu d'échecs, un faux mouvement pouvait transformer la surveillante en proie. Chimamanda recontacta Ikena. Ensemble, ils décidèrent de rouvrir l'enquête. Mais cette fois, ils ne chercheraient pas à la faire tomber. Cette fois, ils viseraient la racine. Le cœur du réseau. Le noyau invisible d'un pouvoir souterrain plus ancien, plus froid, plus intelligent encore que ce qu'ils avaient cru affronter.
Ikena marchait à grandes enjambées sur les pavés humides de l'empire d'Okua, son sac en bandoulière claquant contre sa hanche à chaque pas. Il avait fui ce monde. Cette guerre. Mais l'appel du chaos le ramenait toujours. Lui, le frère d'Obina. Le second. L'ombre. Pendant des années, il avait choisi le silence. Il avait vu les jeux de pouvoir, les manipulations, les trahisons qui avaient broyé leur famille. Par les manipulations d'Adan, son frère l'avait presque écarté de l'Empire. Il avait regagné la confiance de son grand frère grâce à sa collaboration avec Shimanda pour démanteler les complots d'Adan. Depuis, il occupait des postes stratégiques et prestigieux dans l'Empire. Mais aujourd'hui, le passé cognait de nouveau à sa porte. Un message anonyme était arrivé sur un ancien serveur sécurisé qu'il n'utilisait plus depuis des années. À l'intérieur, un lien vers un dossier crypté. Et dans ce dossier, des plans, des cartes mentales, des organigrammes. Au centre de tout, le nom d'Adan. Et tout autour, les ramifications d'une toile qu'elle semblait tisser depuis sa cellule. Oka, Shimamanda, lui-même, tous étaient ciblés. Mais ce qui l'inquiéta davantage, c'était un prénom, griffonné en marge, Leyana. Il la connaissait. Ou plutôt, il connaissait son existence. Sa filiation. Son histoire cachée. Adam lui en avait parlé un jour, à demi-mot. Une cousine formée dans l'ombre, éduquée dans le double jeu. Une réserve précieuse. Et voilà qu'elle était là, infiltrée au cœur même d'Oka. Ikena comprit qu'il n'avait plus le luxe de l'inaction. Il se rendit dans un vieux local, autrefois un centre de coordination de crise. Il y retrouva Shimamanda. Il lui montra les documents. Elle, en retour, lui montra ce qu'elle avait découvert. Ils restèrent longtemps en silence. Puis, ensemble, ils dressèrent une première stratégie. Ce ne serait pas un combat frontal. Il faudrait manœuvrer, infiltrer à leur tour, créer des digues numériques, manipuler les flux, tendre des pièges. Adam était un esprit. Une idée. Pour l'abattre, il faudrait plus que des armes. Il faudrait ruser l'ombre avec l'ombre. Leyana se tenait au sommet du siège d'Okua, contemplant la ville à travers la baie vitrée. La lumière artificielle des gratte-ciel dansait sur son visage serein. Mais à l'intérieur, un tumulte silencieux l'envahissait. Elle avait reçu un message crypté. Il portait la signature codée d'Adan. Ikena détient un fragment. Obtiens-le. Supprime les traces. Ne questionne pas. Elle savait ce que cela signifiait. Elle connaissait Ikena. Elle avait grandi en entendant son nom murmuré comme une menace ou une honte dans les couloirs de leur clan familial. L'homme qui avait fui. L'homme qui savait trop. Pourtant, quand elle croisa son regard pour la première fois dans une salle de conférence improvisée, elle ne vit pas un traître. Elle vit un miroir. Ikena, lui, ne fut pas dupe. Il connaissait son nom. Il connaissait sa mission. Mais il ne la dénonça pas. Au contraire, il l'invita à marcher. Ils descendirent ensemble dans un jardin suspendu que personne n'utilisait plus. Ikena lui parla de sa sœur, d'Obina, d'Adan, des années de guerre larvée, de choix impossibles, de rêves sacrifiés. Tu peux encore choisir, Leyana. Tu n'as pas à être son outil. Elle ne répondit pas. Ce soir-là, dans son appartement ultra sécurisé, elle décrypta un fichier transféré par Ikena à son insu. Dedans, une carte complexe. Un réseau souterrain d'influence tissé par Adan depuis sa cellule. Il y avait des noms qu'elle reconnaissait, et d'autres qu'elle n'aurait jamais imaginés. Elle comprit alors. Adan ne voulait pas seulement affaiblir Okua. Elle voulait tout renverser. Recréer un monde à son image. Et Leyana n'était qu'un pion. Un pion brillant, certes, mais remplaçable. Le dilemme était là, rester fidèle au sang, ou rompre avec un destin imposé. Elle choisit le silence, pour l'instant. Mais en secret, elle commença à créer un double canal. Une trahison dans la trahison. Le scandale éclata 3 jours après le gala. D'abord, une fuite d'emails. Puis une vidéo. Des documents trafiqués. Des contrats douteux. Les médias s'enflammèrent. Obina, jusque-là symbole d'intégrité entrepreneuriale, fut accusée de manipulation, de fraude fiscale, de dissimulation d'actifs. Les partenaires se rétractèrent. Les investisseurs gelèrent leurs avoirs. Les hashtags d'indignation inondèrent les réseaux. Et au milieu de tout cela, Obina regardait les écrans, impassible. Shimamanda et Ikena étaient déjà à l'œuvre, analysant la provenance des fuites. Chaque attaque était chirurgicale, orchestrée pour frapper où ça faisait le plus mal. Et pourtant, aucune trace directe. Aucune, sauf un fichier intercepté, signé d'une empreinte. Une signature codée. Celle d'Adan. Leyana, quant à elle, observait l'effondrement depuis l'intérieur. Elle avait livré certaines clés.
Mais pas toutes. Car en détruisant Obina, Adam visait plus grand, elle voulait créer un vide. Et ce vide, Lyanna comprenait maintenant, serait rempli par le protégé. Ce n'était plus une guerre. C'était une prise de pouvoir. Et dans cette guerre de fantômes, Obina devint le symbole sacrificiel. Un roi déchu dans une partie qu'il n'avait jamais comprise. Obina disparut sans prévenir. Quand les médias cherchèrent à le joindre pour une énième interview ou un droit de réponse, son assistant répondit simplement « Il est en retraite ». Indéterminé. Mais la vérité était plus profonde. Il avait pris un vol discret pour l'intérieur du pays, vers les terres rouges de son enfance. Là où les routes deviennent sentiers, où les légendes s'échangent au coin du feu, là où même les satellites semblent oublier les hommes. Le village s'appelait Onuo. Peu s'en souvenaient. Mais lui, oui. Il n'était plus Monsieur Obina. Ici, il était Bobby, l'enfant qui courait pieds nus, qui grimpait au manguier, qui écoutait les histoires de guerre des anciens. Il n'y avait ni réseau, ni électricité stable, encore moins d'hologrammes ou de salles de conférence. Mais il y avait un vieil homme. Le devin. Aveugle depuis 30 ans, il vivait à la lisière du village, entouré d'ossements de tortues, de pierres gravées et de statues de bois. Obina ne dit rien. Il s'assit face à lui. Le devin lui prit la main. « Ce n'est pas elle que tu dois affronter, murmura-t-il. C'est ce qu'elle a laissé, en toi. » Pendant 7 jours, Obina resta. Pas un mot. Pas de viande. Pas de lumière artificielle. Il dormit sous le ciel. Il buvait l'eau de la source. Il lavait ses vêtements au fleuve. Il écoutait les oiseaux. Et, surtout, il rêvait. Chaque nuit, Adam lui apparaissait. Plus jeune. Plus dur. Plus belle. Il revivait les discours qu'elle avait tenus, les choix qu'il avait faits. Il voyait leur pacte. Leur trahison. Et au 7e jour, il se leva, le regard clair, la voix retrouvée. Il avait compris. Il ne détruirait pas Adam en exposant ses crimes. Il la détruirait en démontant l'idéologie qu'elle semait. Pas de vengeance. Un contre-récit. Et pour cela, il devait rentrer. Lyanna relisait le carnet d'Adan. C'était un objet ancien, transmis en secret à travers les femmes de la famille. À l'intérieur, des récits codés, des stratégies, des prophéties. Mais aussi, des vérités qu'on lui avait cachées. Elle avait toujours su qu'Adan n'était pas seulement une chef. C'était un mythe. Un esprit de résistance. Mais en tournant les pages, elle tomba sur un passage où son propre nom apparaissait. Lyanna n'est pas une simple pièce. Elle est l'ouverture. L'ange qui précède le feu. Mais ce n'était pas cela qui la troubla le plus. C'était la mention d'un pacte passé entre leurs mères respectives. Un serment scellé pour une union future. Adan et sa mère, autrefois alliés dans une cause oubliée, avaient décidé que si l'une tombait, l'autre lèverait sa fille pour la vengeance. Lyanna n'avait jamais été libre. Même son engagement avait été programmé. Et dans un autre carnet, un petit, à la couverture déchirée où elle découvrit une correspondance entre Adam et un contact codé Y. En recoupant les données, elle comprit, c'était le protégé. Elle n'était pas la seule héritière. Elle n'était peut-être même pas la plus importante. Un froid intense l'envahit. Elle se leva, traversa la pièce, déchira la lettre d'Adam. Puis elle prit un téléphone sécurisé. Chimamanda ? Il faut qu'on parle. Chimamanda reçut Lyanna sans émotion apparente. Elle avait tout prévu, sauf cette visite. Les deux femmes s'observèrent longuement, comme des sentinelles qui n'avaient plus de raison de cacher leurs armes. « Pourquoi maintenant ?» demanda Chimamanda. « Parce que je suis fatigué de jouer un rôle », répondit Lyanna. « Et parce que ce que prépare Adam va plus loin que tout ce que vous avez imaginé. » Lyanna révéla tout. Le protégé. Les données. Les doubles réseaux. Elle livra même l'accès à un serveur clandestin. Mais Chimamanda ne la remercia pas. « Comment je sais que ce n'est pas encore un piège ?» Lyanna ne répondit pas. Elle ouvrit son sac et en sortit le carnet d'Adam. « Parce que je trahis mon sang. » Ikena entra à cet instant, alerté. Il comprit rapidement la situation. Ensemble, ils validèrent les données. Les connexions. Les signatures. Alors, dit-il lentement, on peut frapper. Mais Chimamanda secoua la tête.
Pas encore. On doit l'isoler. Laisser croire qu'elle contrôle toujours la partie. Puis on coupe. Lyanna acquiesça. Elle savait que sa vie ne lui appartenait plus. Elle avait changé de camp. Mais la guerre restait la même. Le retour d'Obina ne fut pas une entrée théâtrale. Il franchit les portes d'Okuavetu simplement, sans escorte, sans déclaration publique. Mais son regard avait changé. Et tout le monde le ressentit. Chimamanda fut la première à l'accueillir. Elle lui expliqua brièvement ce qu'ils avaient appris. Il écouta sans interrompre. Puis demanda à voir Lyanna. La confrontation fut tendue. Il ne lui cria pas dessus. Il ne l'accusa pas. Il la regarda simplement, longtemps. « Tu as servi Adan, dit-il. Mais tu peux choisir maintenant. » Lyanna baissa les yeux. « J'ai déjà choisi. » Il hocha la tête. C'était suffisant pour l'instant. Le même jour, Obina convoqua une réunion secrète avec ses ingénieurs, juristes et stratèges. Il présenta un plan de relance. Mais surtout, un manifeste. Il ne voulait pas sauver Okua. Il voulait en faire un rempart. Un mur contre toutes les Adanes du monde. Et pour cela, il avait besoin de toutes les mains. Même les mains autrefois sales. Le plus dur, ce n'était pas la trahison. C'était de continuer à prétendre. Lyanna était de retour dans sa routine, au poste d'assistante, exécutant ses tâches avec une précision irréprochable. Mais chaque mot, chaque email, chaque regard était un acte d'équilibriste. Car Adan n'avait pas disparu. Elle écrivait encore. Transmettait encore. Elle lui faisait confiance. Et Lyanna, désormais, interceptait tout. Elle falsifiait certains messages. Retardait d'autres. Transmettait à Chimamanda des fragments cruciaux, qu'Ikena analysait et renvoyait en boomerang. Mais chaque jour, elle risquait l'exposition. Une nuit, en ouvrant un message, elle vit apparaître une seule phrase. « Tu hésites. » Adan savait. Mais elle ne savait pas jusqu'où Lyanna était allée. Alors elle accéléra le tempo. Le protégé reçut l'ordre d'agir. Lyanna savait ce que cela signifiait, bientôt, elle devrait faire un choix final. Et ce jour-là, il n'y aurait plus de filet de sécurité. Dans les bureaux rénovés d'Oka, une présentation confidentielle se tenait. Le consultant international Tayo avait attiré l'attention d'un sous-comité stratégique par ses recommandations d'une précision déconcertante. Il avait gagné leur confiance. Trop rapidement. Chimamanda, elle, n'avait jamais cessé de la voir à l'œil. Et ce jour-là, en plein milieu d'une réunion privée, elle activa une séquence vidéo sur l'un des écrans, une vue infrarouge capturée lors du gala, comparée à une base de données confidentielle. Les résultats s'affichèrent en rouge, Tayo n'existait pas. Le protégé de l'ombre fut confronté. Il ne nia rien. « Mon nom importe peu, dit-il calmement. Ce qui compte, c'est l'ordre que je représente. » Chimamanda ordonna une fouille. Rien. Aucune arme. Aucun terminal actif. Seulement une carte mentale, tatouée sur son épaule, invisible à l'œil nu. Un plan. « Tu ne peux rien faire ici, dit Chimamanda. »« Je n'étais pas là pour agir, répondit-il. Seulement pour observer et transmettre. » Il fut placé en isolement temporaire, mais une chose était claire, Adan n'avait pas envoyé un tueur. Elle avait envoyé un messager. Et ce message, il l'avait déjà délivré. Les jours suivants furent un balai juridique et numérique. Ikena, à l'aide des données de Lyanna, construisit un dossier massif. Dossier de corruption, circuits financiers obscurs, liens indirects entre les entités contrôlées par Adan et les récentes attaques. Chimamanda, quant à elle, mit en place une campagne de contre-communication. Elle diffusa des extraits d'anciens discours d'Adan, sortis de contexte, révélant ses ambitions absolutistes. Les réseaux sociaux, longtemps enflammés contre Obina, commencèrent à changer de ton. Obina, lui, refusa tout commentaire public. Il préparait quelque chose de plus vaste, un manifeste d'entreprise ouvert, une refondation du modèle de Okua basé sur la transparence totale. Mais la bataille n'était pas que médiatique. Adan, même isolé, réagissait. Des serveurs tombèrent. Des informateurs furent soudainement réduits au silence. Le réseau répliquait avec une précision inquiétante. Et malgré leur organisation,
Chimamanda savait, ce n'était que le début. Adan avait d'autres pions. Un soir, Leyana reçut un paquet. Aucune adresse. Aucune signature. À l'intérieur, une clé. Et un mot, tu peux encore rentrer. Ou tu peux tomber avec eux. Ce n'était pas une menace. C'était un choix. Elle consulta les fichiers liés à la clé. Des preuves qu'Adan détenait sur elle, les transferts, les interceptions, les codes d'accès. Si Adan les divulguait, Leyana serait inculpée pour haute trahison, espionnage industriel, sabotage. Et peut-être pire. Elle pensa à fuir. Quitter le pays. Disparaître. Mais elle pensa à Ikena. À Chimamanda. À Obinna. Et, plus étrangement, à Adan. À ce qu'elle était devenue. Elle resta immobile longtemps. Puis elle brûla le mot. Et dans la base de données sécurisée, elle transféra les dernières preuves. Les plus dangereuses. Celles qui, ensemble, formaient le cœur du projet d'Adan, un effondrement systémique. Une reconfiguration totale du monde économique. Leyana venait de condamner son ancienne reine. Et elle le savait. Chimamanda et Ikena savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre Adan frontalement. Son esprit dépassait les murs. Elle agissait par procuration, à travers des relais humains. Il leur fallait une faille. Une faille émotionnelle. Leyana leur donna la clé. Elle savait où, chaque semaine, le protégé envoyait son rapport. Une vieille station relais souterraine, vestige d'un ancien réseau de contrebande. Ikena mit en place un faux serveur, identique en tout point. Ils détournèrent le canal, remplacèrent les données par de fausses informations. Puis ils attendirent. 2 jours plus tard, un incident éclata, un compte lié à l'un des pions d'Adan publia, par erreur, une fausse alerte. La panique gagna certains cercles internes. Chimamanda intervint aussitôt avec la vraie information, prouvant l'existence d'un système de manipulation orchestré par la graine fantôme. Les médias tournèrent. L'opinion vira. Même certains anciens alliés d'Adan prirent leur distance. Le piège avait fonctionné. Mais le protégé s'était échappé. Et Adan n'avait pas encore dit son dernier mot. Le gouvernement autorisa une exception. Une visite unique. Une confrontation attendue depuis des mois. Chimamanda entra dans la prison. Elle ne portait ni costume officiel, ni micro. Juste un dossier, et des yeux pleins de feu. Adan était là, derrière une vitre blindée. Elle avait vieilli. Mais son regard n'avait pas changé. « Tu crois que tu as gagné ?» demanda-t-elle, calme. Chimamanda ne répondit pas. « Tu n'as fait que repousser l'inévitable. Mon héritage ne dépend pas de moi. Il est déjà en marche. » Il dépendait de Leyana, dit Chimamanda, posant le dossier sur la table. Et elle a choisi. Un silence. Puis un rire. Lent. Ironique. « Mais elle m'a trahi, murmura Adan. Je le savais. Et pourtant, tu lui faisais confiance. Parce qu'il faut croire en quelque chose. Même moi. Chimamanda se leva. Alors crois en ceci, tu es fini. Elle quitta la pièce sans se retourner. Adan resta seul. Mais dans l'ombre, elle souriait. Depuis son bureau désormais vide, Leyana écrivit une lettre. Pas un mail. Pas un message crypté. Une lettre à l'ancienne. Papier à en-tête sobre, encre noire. Chaque mot pesé. Chaque phrase un adieu. Car elle savait que ce qu'elle allait faire ne la laisserait pas indemne. Ce soir-là, elle entra dans le serveur central de l'Okwa avec un badge à usage unique fourni par Chimamanda. Elle copia l'intégralité du réseau Adan, nom, date, code, transaction. Un système complet de déstabilisation économique, capable de faire chuter des gouvernements. Elle le transféra à une cellule internationale de lutte contre le cyberterrorisme. Puis, elle envoya une copie cryptée à Ikena, avec un mot, « Terminez ce que j'ai commencé ». Et ensuite, elle disparut. Elle effaça ses traces, changea d'identité, repartit pour un pays sans nom. Leyana n'était plus. L'ange d'Adan avait renié ses ailes. Mais elle avait laissé une bombe informationnelle derrière elle. Le monde allait changer. Et elle ne serait plus là pour le voir. Quelques semaines plus tard, Adan frappa à nouveau. Tayo, le fils caché d'Adan, refait encore surface.
Le piège tendu par Chimamanda et Ikena avait peut-être ébranlé le réseau d'Adan, mais il n'avait pas rompu sa mission. Et il n'avait pas besoin d'un nouvel ordre. Le dernier reçu, gravé à l'intérieur de lui, suffisait. Si l'infiltration échoue, réduis-les. Cela faisait 3 jours qu'il les suivait. Il connaissait leur routine, leur lieu de réunion préféré, un centre de coordination désaffecté, caché dans un quartier industriel, utilisé pour des échanges trop sensibles pour passer par les lignes sécurisées d'Okwa. Ce soir-là, il entra à 19h42. Tenue de technicien, badge cloné, regard vide. Dans sa veste, une micro-lame rétractable, des charges aveuglantes, un brouilleur portatif. Il avançait avec la précision d'un chirurgien. Dans la salle centrale, Ikena ajustait des câbles. Chimamanda paramétrait un terminal. « On est prêt à envoyer les derniers fragments », dit-elle. Trop tard, lança une voix glacée. Tayo sortit de l'ombre. D'un mouvement fluide, il lança une grenade stroboscopique. La lumière pulvérisa la pièce, aveuglant tout le monde. Dans la confusion, il se jeta sur Ikena, lame en main. Le coup ne porta pas à la gorge, Ikena avait esquivé, mais l'épaule fut touchée. Du sang jaillit. Chimamanda, les oreilles bourdonnantes, tenta d'atteindre un boîtier d'urgence. Tayo la vit. Il projeta un second objet et une sphère qui explosa en une brume noire étouffante. L'air devint irrespirable. Mais Chimamanda réussit malgré tout à activer un champ magnétique. Des arcs électriques jaillirent du sol métallique. Tayo fut frappé, projeté sur le mur. Il se releva. Tremblant, mais toujours là. Ikena tenta de bloquer la sortie, mais Tayo tira un petit dispositif. Une onde sonore à basse fréquence. Les vitres explosèrent. Il s'élança à travers les éclats. Dehors, les gardes du corps de Chimamanda surgirent, armes au poing. Mais Tayo était une lame vivante. Il en neutralisa 2 en un éclair. Un troisième fut désarmé. Un quatrième reçut un coup dans la gorge. Puis il se jeta dans un couloir de service, bifurqua dans un conduit de ventilation. Quelques secondes plus tard, disparut. Chimamanda, couverte de suie, toussa en tentant de se relever. Il est parti, dit Ikena, soutenu par 2 hommes blessés. Il nous a presque eu. Mais on sait maintenant jusqu'où il est prêt à aller. Et dans le silence retombé, Chimamanda découvrit quelque chose près du boîtier arraché. Un micro-disque. Sur la coque, un symbole gravé à la main, un trône brisé. Tayo ne s'était pas échappé sans laisser un message. Adan avait prévu l'échec. Elle avait toujours prévu l'après. Obina et sa famille porta plainte contre Adan. Lorsque les agents de l'unité transnationale entrèrent dans la prison de Blackgate, Adan ne résista pas. Elle était assise, en tailleur, comme toujours, le regard calme. Ils la menottèrent, l'isolèrent, transférèrent ses dossiers, ses lettres, ses symboles. Tout fut saisi, toutes ses communications coupées. Elle fut jugée publiquement. Ses crimes exposés devant le monde entier. Les manipulations, les piratages, les sabotages économiques, les constructions de réseaux clandestins. Les preuves étaient accablantes, indiscutables. Elle ne prononça qu'une phrase pendant le procès, « Un jour, on vous suppliera de me réveiller ». Mais personne n'écoutait plus. La sentence fut prononcée, réclusion à perpétuité, en isolement total. Adan tomba. Mais même à terre, elle ne perdit jamais son mystère. Obina s'exprima enfin, quelques semaines après le procès. Un discours mondial, sobre, humble. Nous avons failli, par aveuglement, par excès de confiance, par orgueil. Mais il ne parlait pas de lui seul. Il parlait d'un système. Okwa ne fut pas dissoute. Elle fut réinventée. Le manifeste, publié en libre accès, servit de fondation à un modèle économique plus éthique, basé sur les failles exposées par Adan elle-même. Ikena devint directeur général de l'entreprise Okwa, son management était axé sur l'éthique et la bonne gestion des finances. Chimamanda, elle, refusa les postes prestigieux. Elle reprend sa vie doucement avec Obina et enseignait le droit privé dans une petite université du sud de Lagos. Quant à Leyana, personne ne la revit. Mais dans certains rapports, de temps à autre, apparaissait le pseudonyme Elle. Une ombre amie, désormais. Les saisons passèrent. Obina revenait parfois dans son village natal, le cœur apaisé et les bras chargés d'espoir. Il plantait des manguiers, comme pour faire renaître les souvenirs d'autrefois, et fit bâtir une école ainsi qu'un centre de santé, des symboles d'un avenir meilleur. Souvent, il était accompagné d'Ikena, de sa mère et de toute la famille. Ensemble, il rendait visite aux anciens, à la grande famille et aux vieux devins, gardiens des sagesses d'hier. Assis sous l'ombre bienveillante des arbres, ils évoquaient le passé, non plus avec douleur, mais avec sérénité.
Chimamanda fit publier ses notes. Son livre, L'éthique du fantôme, se répandit comme une braise sous la cendre. Un manuel interdit, étudié en secret par les militants, déchiffré dans les couloirs feutrés des écoles diplomatiques. Le monde n'était pas sauvé, mais il avait ouvert un œil, moins docile, moins aveugle, et quelque part, dans le silence d'un bureau sans nom, un jeune homme parcourait les archives du procès Adan. Lorsqu'il referma le dossier, son regard brûlait, de colère, de haine, car l'idée n'était pas morte. Elle rampait encore dans l'ombre. Dans une cellule immaculée, baignée d'une lumière crue, Adan écrivait toujours. À la lueur tremblante d'une lampe qu'elle avait elle-même trafiquée, elle dessinait des schémas, des pensées codées, des vérités dissimulées. Elle ne parlait plus à personne, mais elle recevait encore du courrier, contrôlé, scanné, filtré mais pas toujours intercepté à temps. Elle n'attendait plus la liberté. Elle n'était plus un corps. Elle était une étincelle. Et les étincelles, quand elles touchent l'air, peuvent tout faire brûler. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, si elle vous a ému, intrigué ou simplement fait voyager, alors prenez un instant pour l'aimer, vous abonner et activer la cloche. C'est un petit geste pour vous, mais un immense pas pour cette aventure que nous construisons ensemble. Partagez-nous en commentaire ce que vous avez ressenti. Vos mots, vos émotions, vos interprétations, ils nous nourrissent et nous poussent à aller encore plus loin. Lors de la première partie, vos messages nous ont profondément touchés. Les échanges que nous avons eus avec vous étaient magiques, intenses, sincères, passionnés. Ils nous ont montré à quel point cette chaîne compte pour vous, et pour cela, nous vous remercions du fond du cœur. Grâce à vous, ces histoires prennent vie. Grâce à vous, elles grandissent. Merci de marcher à nos côtés. Merci d'être cette lumière qui éclaire le chemin.